Merci Bruno d'avoir répondu à notre invitation, parce qu'on va parler aujourd'hui de Bras droit des dirigeants, qui est un modèle hybride, un peu à la croisée du conseil stratégique, de l'opérationnel et de l'accompagnement managérial. Il se distingue quand même clairement du management de transition et du consulting classique. Donc on va un petit peu explorer les différentes facettes de ce modèle, et ne vous en faites pas, parce que je sais que la question est beaucoup revenue en amont de ce podcast. Nous allons aussi parler d'argent autour de ce modèle. Alors, je te propose de commencer d'abord un peu sur les origines et les principes du modèle. Bruno, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a conduit à créer Bras droit des dirigeants et en quoi ce modèle répondait, selon toi, à un besoin spécifique du marché? Alors oui, ça date d'il y a un petit peu plus de 20 ans et à la base, c'est vraiment une réflexion extrêmement pragmatique. À l'époque, j'étais directeur général d'une filiale d'un groupe de tourisme dont les usines étaient installées en zone très rurale. Et nous avions quelques prestataires qui faisaient partie des petites PME locales, des TPE locales. Et là, avec quelques observations, je comprenais que une petite imprimerie qui avait deux commerciaux mais qui n'était pas pilotée, ça posait beaucoup de problèmes parce que ça voulait dire qu'il y avait assez peu d'efficacité pour piloter et maîtriser le développement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce que simplement, le dirigeant était tout seul, il n'y avait pas de cadre autour de lui, il n'y avait pas de directeur commercial, donc un impact direct sur les résultats. Moi qui venais des grands groupes Orange, Canal+, j'observais aussi le fonctionnement d'une petite menuiserie, donc vous voyez que c'est extrêmement concret, qui avait 11 salariés, mais pas de DRH. Et un jour, il y a eu un problème avec un salarié, parce qu'il y avait un contrat de travail qui n'était pas bien fait. Et il y a eu une session de prud'homme. Et là, je comprenais que moi qui étais habitué aux grands groupes hyper structurés, si une DRH avait pu intervenir dans cette entreprise, il n'y aurait pas eu ce problème. On pourrait décliner cette réflexion sur toutes les expertises. Et donc, la base du concept, c'est de dire, dans les petites entreprises, mais dans toute entreprise, on a besoin de cadres très experts qui peuvent aider le dirigeant à piloter son entreprise sur l'aspect DRH, sur la gestion financière, sur la direction commerciale de l'entreprise. Voilà la base de la réflexion et de la création du concept bras droit. Ben, bravo, bravo pour cette réflexion de terrain qui a donné naissance à une très belle idée. Et concrètement, c'est quoi être un bras droit à temps partagé? En fait, comment ça s'articule le quotidien avec le dirigeant client, si on peut l'appeler comme ça? Exactement. Alors, c'est d'abord une approche extrêmement opérationnelle. On intervient dans les entreprises comme si on était salarié en exerçant les missions d'un poste cadre, donc DRH, directeur financier, directeur de la communication. Notre particularité, c'est que on intervient à temps partagé, c'est-à-dire une demi-journée, une journée par semaine, peut-être plus quelquefois, en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, toutes les semaines, on revient dans la même entreprise sur cette séquence de temps. Et ça veut dire que concrètement, en permanence, on travaille dans 3, 4, 5 entreprises dans lesquelles on va intervenir toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment la particularité du temps partagé. La dimension opérationnelle, elle est très importante parce que vous comprenez qu'on n'est pas salarié de l'entreprise, nos cadres n'interviennent pas à temps plein, mais pour autant, on fonctionne comme si on l'était. Tous nos temps de mission sont réalisés dans l'entreprise. L'entreprise nous met à disposition un bureau. On est vraiment en totale immersion avec l'équipe. C'est très clair. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher, quand on nous décrit cette réalité, ce quotidien, de penser au modèle du management de transition. C'est quoi la différence en fait entre les deux, entre le temps partagé et le management de transition? La vraie différence, c'est l'organisation des missions. De façon traditionnelle, lorsque un manager de transition intervient, que ce soit pour une mission de transformation de l'entreprise ou pour gérer un temps de crise, une problématique dans l'entreprise, il va intervenir sur un temps plein pendant quelques mois. Et une fois que la mission est terminée, le cadre s'en va. Pour nous, l'approche du temps partagé, on n'intervient jamais à temps plein. C'est toujours sur un temps très partiel. Et si on reprend les exemples, enfin, les finalités de mission du management de transition, lorsqu'on gère une transformation de l'entreprise, on va plutôt travailler sur une mission de 18, 24 mois
en intervenant 2 jours, 2 jours et demi par semaine. Et comme ça, on va pouvoir gérer la transformation et toute la transformation de l'entreprise de façon plus durable, plus accompagnée, si je peux dire. Voilà. Alors là, ça m'amène à poser une question un peu pied dans le plat, mais je t'avais prévenu hein, sur le sujet. Euh, Quand tu décris le management de transition par rapport au temps partagé, ça veut dire que le temps partagé est un peu plus précaire comme format de contrat, s'il s'inscrit moins dans le temps, ou est-ce que c'est aussi des missions qui peuvent être longues? Parce que 18 mois, finalement, c'est une belle mission. Quand on se dit on a sécurisé un client, sécurisé une mission pour 18 mois, je sais que c'est la problématique de pas mal de personnes en seconde partie de carrière. Est-ce qu'on pourra avoir les mêmes genres de garanties sur la Ouais. durée avec le contrat à temps partagé? Oui, je pense que, enfin, ce que l'on observe aujourd'hui, ce que l'on vit depuis 15 ans, c'est que le temps partagé est un vrai modèle qui s'installe dans le temps et qui est complètement pérenne. Vous savez, aujourd'hui, on n'intervient pas dans une entreprise pour gérer un bug, un problème. Une fois que le problème est traité, on s'en va. Les entreprises intègrent des cadres à temps partagé parce que il y a un poste qui n'est pas pourvu dans l'entreprise, un poste cadre qui n'est pas pourvu dans l'entreprise. Et on s'aperçoit aujourd'hui que l'ensemble des missions qu'on peut réaliser dans une entreprise durent plutôt entre 2 et 3 ans. Donc on est vraiment sur des cycles longs, à tel point que aujourd'hui on peut dire que les entreprises recrutent des cadres à temps partagé. Parce que lorsqu'on reste dans une mission 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus, ça veut vraiment dire qu'on a recruté un collaborateur cadre, même si on n'est pas salarié de l'entreprise et même si on intervient sur un temps très partiel. D'ailleurs, et ce sera mon deuxième niveau de réponse, le concept avait été pensé d'abord pour ces petites entreprises dans lesquelles le dirigeant est tout seul et pas de cadre autour de lui. Mais aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué. 50% de mes clients sont des PME de taille moyenne, voire des grandes PME qui intègrent nos cadres à temps partagé pour répondre à un besoin de leur organisation, et ce sont toujours des contrats de long terme. Donc on peut dire vraiment que c'est un modèle qui s'installe, c'est un modèle qui est durable, et c'est un modèle qui s'impose aujourd'hui comme une vraie nouvelle solution de recrutement de cadres pour les entreprises. Ok, ça c'est très clair. Donc ça veut dire qu'en termes d'engagement, si j'essaie un peu de reformuler, on est sur une durée moyenne qui varie entre une demi-journée et 2 jours, pas plus, Par semaine, oui. par semaine, avec une implication donc, dans l'entreprise, comme si on était vraiment un salarié. Pour autant, on peut avoir plusieurs entreprises dans son portefeuille. Est-ce qu'il y a des notions de concurrence entre les entreprises? Alors on a toujours plusieurs entreprises dans notre portefeuille. Généralement, je dirais le planning normal, c'est le planning moyen, c'est le lundi dans une entreprise, le mardi dans une autre entreprise, le mercredi et le jeudi matin peut-être dans une autre entreprise, et le vendredi dans une quatrième entreprise, avec à chaque fois un secteur d'activité différent, un contexte humain et une mission qui est différente. Ça, c'est le concret de notre métier. L'approche de concurrence, oui, on fait très attention à ne pas intervenir en même temps dans 2 entreprises du même secteur d'activité. C'est un élément vraiment extrêmement important de notre approche, oui, tout à fait. Alors c'est génial, ça a l'air, nous quand on parle de portefeuille d'activité à révéler en seconde partie de carrière, ça a l'air d'être le rêve. Aujourd'hui, si tu pouvais peut-être me donner un chiffre dans ta communauté de bras droits, est-ce que le schéma là que tu viens de nous donner avec un taux d'occupation qui est quand même maximal hein, sur une semaine Ouais. complète avec plusieurs entreprises, donc plusieurs horizons, c'est très excitant. Ça concerne plutôt 50% des bras droits dans ton réseau ou ça concerne plutôt 90%? Le modèle moyen, c'est d'avoir 4 jours de mission par semaine sur 11 mois. Ça, c'est vraiment le planning moyen que l'on a dans le réseau. En même temps, il est possible que certains cadres franchisés, donc bras droit des dirigeants, souhaitent travailler un peu moins. Devenir indépendant au sein de notre franchise, c'est aussi choisir une nouvelle façon d'exercer son métier. Certains le font pour développer un chiffre d'affaires maximum.
J'imagine que ce sera une de tes questions tout à l'heure. Mais d'autres le font pour avoir, je dirais, un meilleur équilibre vie pro et vie perso. Et certains se disent, moi, une fois que j'ai fait 2 jours et demi de mission par semaine, ça me va et je ne souhaite pas développer plus de missions. Par contre, certains sont aujourd'hui à 4-5 jours de missions facturées par semaine. Donc oui, ils peuvent être sur un rythme extrêmement important. Donc on laisse le choix. Et si on se parle des profils en fait que tu as dans ton réseau, à qui s'adresse vraiment ce modèle? Est-ce qu'il y a des profils qui sont surreprésentés dans ton réseau aujourd'hui? Alors, plusieurs niveaux de réponse, Blandine. Le premier point, c'est que nous n'intégrons dans le réseau que des cadres expérimentés, avec au moins 10 ans d'expérience. Une raison, ce métier de cadre externalité étant partagé est un vrai nouveau métier et exige une vraie capacité d'adaptation. Le lundi dans une entreprise, le mardi dans une autre, peut-être le mercredi dans une autre. Ça veut dire que pour réussir ça, il faut avoir une très bonne maîtrise de son métier, être expert de son métier. Donc, les cadres bras droits sont des cadras, des quinquas, et tous, par contre, ont vraiment sont des cadres qui ne sont pas des cadres juniors. Voilà, ça c'est important. Après, peut-être par rapport aux expertises présentes dans notre réseau, la marque et le concept se développent autour de 9 expertises à ce jour. D'abord, je dirais les expertises cadres régaliennes, avec avant tout des cadres DRH, directeurs commerciaux, DG, directeurs financiers. Ça, ce sont les 4 expertises les plus représentées dans notre réseau. Mais nous avons aussi l'expertise de direction de la communication, direction de transition écologique, qui est une nouvelle expertise que nous lançons, et ça c'est important au regard des défis écologiques et des questions et des engagements que les entreprises souhaitent porter sur ce sujet. Et nous venons de lancer une direction export et une dernière expertise, direction achat. Donc l'objectif est de couvrir un maximum de besoins d'externalisation cadre des entreprises. Et ça s'adresse donc là avec les métiers que tu nous cites, est-ce que ça s'adresse uniquement aux cadres issus du privé ou est-ce que tu observes aussi des profils issus de d'autres secteurs? Alors, avant tout, ce sont avant tout des cadres issus du privé, mais ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'on intervient aussi de plus en plus dans le secteur associatif, voire on commence à intervenir dans le secteur public. Donc, je suis convaincu que demain, on aura des cadres qui viennent de ce milieu associatif. Et ce qui compte, c'est vraiment l'expertise métier du cadre. D'accord, ok. Et selon toi, est-ce qu'il y a un âge ou un moment plus favorable pour faire cette bascule, passer d'un contrat, on va dire, CDI traditionnel, à un contrat en temps partagé, ou est-ce que tu l'as observé, peut-être d'ailleurs, dans les différentes trajectoires que tu as accompagnées, qu'est-ce qui fait Oui, passer le cap? alors il y a une vraie évolution aujourd'hui. C'est vrai qu'au lancement du réseau, il y a une quinzaine d'années, les gens qui nous rejoignaient étaient avant tout des cadres seniors qui avaient quelques années de carrière encore à faire. Mais aujourd'hui, 50% de nos futurs franchisés sont des cadras qui se disent, en milieu de carrière, je souhaite continuer à exercer mon métier, mais différemment. Je ne souhaite plus être salarié, je souhaite devenir indépendant. Indépendant pour plein de raisons, parce que je veux avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, parce que peut-être ce que j'entends beaucoup, c'est je souhaite donner plus de sens à mon travail. Il est vrai qu'intervenir dans des entreprises un peu plus petites euh, et, euh, et sur des missions très opérationnelles, ça veut dire que tout ce qu'on met en place, on va en voir assez rapidement les retours. Donc, c'est souvent valorisant et ça donne du sens à son travail. Donc, on a 50% aujourd'hui de nouveaux franchisés qui sont des cadras et, chiffre important, 40% de nos franchisés, 42% précisément, sont des femmes. Ce qui veut dire qu'il y a une pluralité dans le réseau qui est vraiment intéressante. Alors maintenant, on va passer à un sujet qui nous intéresse tous. On va un peu mieux comprendre comment se structure la rémunération en fait d'un bras droit à temps partagé avec ce modèle de franchise
qui vient l'augmenter, je dirais, parce que, il y a une puissance du réseau derrière. Donc, concrètement, comment ça fonctionne? Demain, moi, j'ai envie d'intégrer le réseau bras droit des dirigeants. Est-ce que je remplis juste un formulaire en ligne et bim, c'est terminé? Comment ça se passe? Comment je vais trouver des clients? Comment je vais construire ma rémunération? Est-ce que je vais avoir un secteur en particulier? Est-ce qu'il y a des terrains de jeu qui sont attribués à certains bras droits? Comment ça se structure? Donc, c'est beaucoup de questions en une seule, mais parce que je pense que Voilà. tu vas croiser les réponses. Il y a pas d'une réponse à une seule question. Je pense que c'est intéressant de se dire, bon, bah, c'est quoi le parcours pour devenir bras droit des dirigeants? C'est quoi l'intégration? C'est quoi le quotidien? Et c'est quoi les rémunérations que je peux en attendre? OK. Bon, alors en fin de compte, c'est vrai, il y a plusieurs questions dans ta question. Donc, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Voilà. Et si j'en oublie, tu me rappelles. Première question, comment est-ce qu'on intègre le réseau? Alors, souvent, j'ai l'habitude de dire, une franchise, c'est un petit peu comme un mariage. On choisit. Donc, on a une vraie sélection. Et le candidat qui vient nous voir va aussi valider que ce qu'on propose correspond à son projet. Donc, premier point, on a un vrai parcours d'intégration en 7 étapes dans lequel il y a une première étape pour laquelle on présente le fonctionnement global du réseau. Ensuite, il y a différents niveaux d'entretien, des entretiens individuels sur le projet pour comprendre si le projet du candidat correspond à ce qu'on propose au sein de la franchise. Il y a des candidats, il y a des entretiens ensuite avec des différents experts métiers pour qu'on comprenne que le candidat a le bon niveau de compétence pour intervenir sur ces missions de cadre à temps partagé. Voilà. Il y a plusieurs étapes, qui permet au candidat de comprendre à chaque étape si ce qu'il veut faire correspond à ce qu'on propose. Ça lui permet de faire évoluer la maturité de son projet jusqu'au moment du go, no go, où la décision est commune. Pour qu'un cadre devienne franchisé, il faut qu'il nous valide en tant que réseau, et nous, on va le valider en tant que candidat. C'est un parcours qui dure entre 1 mois et demi et 4 mois, et dont le rythme est piloté par le candidat. Voilà. C'est important. Ce qui est clé pour nous, c'est Et qu'à ça, c'est partir du moment. compatible, juste Bruno, ce parcours-là, il est compatible avec un candidat qui serait encore salarié ou il faut du temps pour mener à bien ce parcours? Alors oui, c'est compatible parce que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir les bons candidats. Et une partie de nos candidats sont des salariés. Et il est possible que quelqu'un fasse ce parcours, on valide son intégration, mais comme il est salarié, il va intégrer 2 mois, 3 mois, 4 mois après la prise de décision commune. Ça peut complètement arriver. C'est même assez récurrent. Et c'est pas très grave. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on ait des bons candidats qui intègrent le réseau et des candidats dont le projet correspond vraiment à ce qu'on propose et pour lesquels on va vraiment apporter une valeur ajoutée importante, quoi. Voilà. Donc, on se donne le temps pour qu'il n'y ait pas d'échec au sein du réseau, quoi. Après, tu parlais de la prospection. Il y a, on va dire, 3 grandes sources de prospection au sein du réseau. Alors, on est sur un métier qui est encore nouveau. Le temps partagé est connu de plus en plus de chefs d'entreprise, vraiment de plus en plus, mais il faut encore commencer et continuer à évangéliser un petit peu autour du temps partagé. Ce qui veut dire qu'il est très important que les cadres franchisés aient toute la dimension et la compétence pour prendre des contacts, communiquer sur leur zone d'intervention, dont je préciserai les éléments tout à l'heure. Donc, il y a toute une partie de prospection qui est faite par chaque cadre qui est franchisé, qui intègre le réseau. Et donc, il y a une partie du chiffre d'affaires qu'il va réaliser avec sa propre prospection. Et nous allons le former pour ça. Il y a 13 jours de formation à l'entrée qui, notamment, contribuent à ce point-là. Deuxième source de chiffre d'affaires. Le réseau est plutôt bien développé aujourd'hui. Il y a plus de 200 cadres franchisés sur toute la France, ce qui veut dire que sur la majeure partie des régions, il y a plusieurs franchisés, plusieurs expertises, ce qui veut dire une équipe de bras droit des dirigeants qui prend des contacts, qui prospecte, qui est dans les réseaux business, dans les réseaux institutionnels locaux, qui va faire des événementiels. Et cette deuxième source de chiffre d'affaires, c'est tous les apports de contacts croisés entre franchisés.
On peut avoir un directeur financier qui rencontre un dirigeant et qui lui dit, mais moi, j'aurais besoin d'une DRH. Est-ce que vous en connaissez une? Et inversement. Donc, cette deuxième source d'apport d'affaires croisés correspond souvent dans les régions où il y a un vrai collectif de franchisés à plus de 50% même du chiffre d'affaires, ce qui facilite le développement de son chiffre d'affaires. Et puis, il y a une troisième source qui est le chiffre d'affaires qu'apporte le franchiseur. On a régulièrement, par notre site internet, de façon très simple, des demandes de dirigeants qui nous disent, voilà, moi j'ai besoin d'une directrice communication ou d'un directeur général sur cette région. À ce moment-là, on va le mettre en relation avec un de nos cadres. Donc ça, c'est la troisième source d'apport d'affaires du franchisé. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Donc il y a trois sources qui vont amener à chaque franchisé des clients. Il y a tout d'abord, évidemment, sa propre prospection, son propre réseau, sa propre zone de chalandise, Exactement. on va dire. Exactement. La deuxième source, et ça c'est très important, c'est l'effet réseau. Donc c'est le réseau lui-même entre pairs, de s'échanger des opportunités parce que finalement, chacun étant chez des clients en particulier, ils sont au plus près aussi des besoins des clients et donc ils sont en capacité d'identifier des besoins concrets chez les clients. Et la troisième source, c'est les leads que vous avez sur votre site internet, que vous renvoyez, que vous dispatchez en fonction des besoins et des territoires. Bah, ça me paraît très structuré tout ça. En tout cas, c'est très bien résumé. Très, très bien Ouais. résumé. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. La petite question qu'on peut Alors, se poser quand on est dans une franchise quand même, c'est-à-dire ouais. que ça a l'air très libre comme modèle d'organisation aussi, chacun a l'air autonome vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis des recommandations qu'il peut faire à travers le réseau. C'est quoi le cadre? Quel est le niveau d'autonomie que peut avoir un bras droit au sein du réseau? Est-ce que vous avez un cadre précis? Et quelles sont aussi les obligations peut-être que peut avoir un bras droit du dirigeant vis-à-vis du réseau? Alors, je commencerai par répondre que intégrer une franchise, enfin, on intègre une franchise au moment où on veut créer sa propre activité et le fait d'intégrer un réseau doit permettre d'accélérer le développement de son chiffre d'affaires et de pérenniser son niveau de chiffre d'affaires à un niveau plus important que si on était tout seul. Donc, dans une franchise comme la nôtre, il y a un cadre de fonctionnement, effectivement, avec des engagements du franchiseur et des engagements du franchisé sur des points assez précis. Le respect de la marque et de toutes les communications qu'on va faire autour de la marque. C'est extrêmement important parce que c'est aussi la marque, par sa notoriété, qui va faciliter toute l'approche de prospection pour l'ensemble des franchisés. Dans les éléments, dans le cadre à respecter par les franchisés, il y a toute la partie offre. On a calibré, défini des offres pour l'ensemble des expertises que l'on propose aux entreprises avec un pricing précis, défini. C'est un élément important qui est aussi lié à l'efficacité, je dirais, de tout le chiffre d'affaires qu'on peut développer. Il y a aussi des règles dans le collectif aussi. Ce qu'on propose en intégrant une franchise, c'est vous êtes indépendant, vous créez votre propre entreprise, mais parallèlement, vous n'êtes pas tout seul. Vous faites partie d'un collectif dans lequel il y a des réunions régulières, il y a des séminaires réguliers organisés pour échanger. Donc ça, que tout le monde participe au collectif, ça permet que la franchise soit dynamique, efficace et pertinente pour tous. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on évolue tous. Mais ensuite, il y a une vraie liberté. Une liberté dans déjà ce que j'exprimais tout à l'heure. On peut vouloir facturer un maximum, essayer d'avoir 5 jours de mission dans la semaine, mais si on veut avoir un rythme de mission plus faible, 2 ou 3 jours hebdo, c'est votre choix et vous avez la liberté de faire cela. Voilà. Donc, en même temps, vous avez une vraie autonomie de fonctionnement, par exemple. C'est vous qui pouvez choisir votre prospection, qui pouvez choisir vos clients. Mais il y a un cadre global de fonctionnement qui va faire la force du réseau, qui doit vous apporter toute cette efficacité commerciale. Voilà. Et pour justement très bon mot de fin, je repars un petit peu sur le commercial. Sur la partie autonomie, est-ce que chaque bras droit des dirigeants est libre de fixer ses tarifs, ses taux jour homme, ou est-ce qu'il y a une grille qui est imposée par la franchise? Alors, juridiquement, un franchiseur ne peut pas imposer des prix. Donc, nous ne pouvons pas imposer des prix.
Mais nous proposons à tout le réseau des prix qui sont fixes, qui sont clairs pour l'ensemble des expertises. Et j'observe qu'aujourd'hui, je pense à plus de 80%, à plus de 95%, les franchisés appliquent les prix que nous préconisons parce que ce sont des vrais prix de marché étudiés qui nous permettent à la fois de, de pour les franchisés de pouvoir développer un business model intéressant, vraiment très intéressant, et à la fois de pouvoir, pour une entreprise, intégrer le cadre sur des missions longues. Voilà, donc il y a un équilibre que l'on a trouvé, qui est intéressant et qui est vraiment porté par tous les franchisés. Et quelquefois, à certains moments, si on souhaite faire évoluer les prix, par exemple, aujourd'hui, on réfléchit sur des formules fixes et plus variables pour certains métiers. À chaque fois qu'on gère ce type d'évolution, on va le faire en intégrant les franchisés dans nos réflexions. Donc, il y a vraiment une approche collective dans ce développement-là, dans le développement de nos offres, dans le développement des outils, qui fait que, même si ce n'est pas imposé, c'est toujours appliqué parce que ça correspond à une vraie réalité. Voilà. Et en seconde partie de carrière, on a aussi, nous, un sujet chez le master qui nous tient à cœur, c'est le fait de rester apprenant, donc d'intégrer de nouvelles compétences, parfois des spécialisations, qu'elles soient sectorielles ou des certifications. Est-ce que ça, c'est valorisé au sein du réseau? Si un bras droit, par exemple, se forme, obtient une certification et donc augmente un peu son profil classique, métier, est-ce que ça, on peut le valoriser dans sa rémunération ou même au sein du réseau et de la valorisation du profil à un niveau individuel? Alors, ce qui est, tout le monde pratique les mêmes niveaux de prix parce qu'il y a une vraie cohérence de marché. Le temps partagé, c'est un vrai marché comme n'importe quel marché. Et à chaque fois qu'il y a eu des essais, je dirais, libres, de pratiquer des prix au-dessus ou en dessous, ça a toujours débouché sur des mauvaises expériences. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que c'est bien respecté. Maintenant, euh, on a une organisation tout à fait particulière dans laquelle, je parlais tout à l'heure de formation, tous les nouveaux cadres ont 13 jours de formation au sein du réseau. Eh bien, l'ensemble des formations, elle est faite par des franchisés. Ce sont nos franchisés qui font des formations. Comme ça nous permet qu'elles soient vraiment très opérationnelles, extrêmement légitimes, et bien sûr, on rémunère nos franchisés qui font ces formations. Donc, l'équipe de formateurs, 100% des franchisés. Je parlais tout à l'heure de 9 expertises au sein de la marque. À la tête de chaque expertise, il y a ce qu'on appelle un directeur métier. Et ce directeur métier, c'est un franchisé, qui est plutôt un ancien franchisé, très expérimenté, et qui va être en charge de l'animation collective de l'ensemble des franchisés de son expertise. C'est un franchisé que l'on va rémunérer donc pour la mission qu'il va faire pour le franchiseur. Donc il y a aussi un parcours d'évolution possible au sein du réseau et donc dans ce cas valorisé. Après, il y a un point qui est vraiment intéressant en tout cas que soulèvent, que témoignent tous les franchisés, c'est sur la notion d'apprenante. C'est beaucoup d'entre nous, cadres, quand nous étions salariés, pendant une bonne partie de notre carrière, on est intervenu dans des entreprises du même secteur d'activité. Si je reprends mon exemple du planning type d'un cadre à temps partagé le lundi dans une entreprise, le mardi dans une autre, le mercredi encore dans une autre, concrètement, à chaque fois, ce sont des entreprises d'un secteur d'activité différent. Et ça veut dire que demain, quand vous êtes cadre, franchisé, bras droit, vous intervenez dans des entreprises de secteurs d'activité que vous allez découvrir. Donc, vous apportez votre expertise métier et en même temps, vous apprenez plein de choses parce que vous allez intervenir dans des entreprises dont vous découvrez le secteur. On a construit nos offres pour que vous puissiez complètement faire, et c'est vrai pour l'ensemble des expertises de la marque. Et ça, c'est un point qui est soulevé par quasiment tous les cadres franchisés en disant que c'est vraiment génial parce que ça leur permet d'apprendre. Et puis, on est aussi une franchise qui accompagne tout le monde dans la montée en compétences. Par exemple, aujourd'hui, on intègre l'IA dans nos savoir-faire. Et donc, on forme tout le monde. On a un vrai programme de formation continue. Donc, ça, c'est aussi un élément clé. Ah, il y a deux éléments clés. C'est à la fois vous accompagnez le parcours apprenant avec des formations maison,
Vous proposez Ouais. des perspectives aussi d'évolution au sein du réseau pour devenir super bras droit, j'ai envie de dire, avec des C'est un peu responsabilités vécu au comme sein. ça, hein. Tu as raison, c'est un peu vécu comme ça. Non, 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 mais c'est hyper intéressant. Bah, surtout quand on s'implique dans un réseau, je pense que c'est intéressant de lire les différentes perspectives qui se dessinent au sein même du réseau, au-delà de son activité individuelle. Ouais. Non, mais c'est top. Alors, le réseau, il est présent sur toute la France. Allez, la question interdite, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus dynamiques que d'autres? Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels il faut se positionner plus que d'autres? Ou des secteurs sur lesquels c'est un peu dur de développer son activité et où on doit Alors, plus bouger, par exemple? deux questions. Première question. Bon, je répondrai que est-ce qu'on est présent sur tout le territoire? Oui, mais c'est un petit peu comme dans la téléphonie mobile, on a des zones blanches, on a des zones grises, et puis des zones où il y a des vraies équipes de franchisés. Ça, c'est vrai. Ce qui veut dire qu'il y a encore un potentiel de développement du réseau extrêmement, extrêmement important. Après, euh, observation, le modèle a fait la preuve qu'il répond et il peut vraiment se développer dans tout type de zone. Et souvent, on identifie trois types de zones. Les zones hyper urbaines, les grandes villes, Toulouse, Bordeaux, Nantes, ce qui est souvent des cadres dans lesquels il y a pas mal de concurrence de cadres, beaucoup de densité d'entreprises, donc beaucoup de besoins. Là, le système fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien dans les zones très rurales. On a des franchisés, vous savez, en Ariège, on a des franchisés en Creuse, qui sont des zones très rurales, et des franchisés qui fonctionnent très très bien parce que, contrairement à la première zone que j'exprimais, il y a très peu de cadres. Et les entreprises, il y en a. Donc, elles ont aussi besoin de compétences cadres. Donc, ça marche très bien. Et puis, on a un troisième type de zone qu'on appelle des zones dans lesquelles il y a des villes il y a une première ville, une grande ville, et puis des bassins économiques secondaires. C'est une autre approche de l'organisation de notre prospection, mais ça fonctionne aussi bien. Donc, ce qui veut dire que le modèle s'applique partout, étant donné qu'aujourd'hui, on intervient dans tout type d'entreprise. Je vous disais tout à l'heure, même si le modèle a été créé pour les plutôt petites entreprises, 50% de nos clients sont des PME. On commence à intervenir dans les ETI, donc toutes les entreprises sont potentiellement nos clients. Donc, il n'y a pas de frein à la typologie des régions. Et est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où tu observes que ou des secteurs d'activité ou des territoires, hein, où tu sens que les dirigeants sont en avance de phase sur ce modèle et l'ont complètement adopté et il n'y a pas besoin justement de refaire toute la pédagogie? Est-ce qu'il y a ouais, soit des secteurs d'activité, soit peut-être des territoires dans lesquels c'est particulièrement dynamique? On veut Alors, décourager personne, mais c'est bien de le savoir aussi. non, non, je parlerai pas de territoire parce que ça fonctionne dans tous les territoires. Je dirais que la nouvelle génération des dirigeants d'entreprise, quelle que soit leur taille, a une vision différente de l'organisation de l'entreprise. On a par exemple on observe chez beaucoup de clients dont les dirigeants sont des cadras ou des quinquas, qu'ils souhaitent rester concentrés sur leur cœur de métier et s'entourent facilement de cadres à temps partagé. Pour cette nouvelle génération de dirigeants, ça fait partie des évidences. C'est une nouvelle forme d'organisation. Mais tu sais, j'ai créé Bras droit des dirigeants en 2008 et en presque 20 ans, beaucoup de choses ont considérablement évolué. Première chose, à l'époque, être cadre externe d'une entreprise, c'était pas évident parce que pour beaucoup de dirigeants, il y avait un blocage sur la confidentialité. Un cadre, ça devait être quelqu'un qui soit salarié de l'entreprise pour maintenir cette confidentialité de l'entreprise et des données de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a presque 40% des cadres qui sont des externes. Cette dimension, elle n'existe plus. Donc, c'est complètement ouvert. Il y a une deuxième dimension qui a beaucoup évolué. Beaucoup de dirigeants de TPE, il y a 20 ans, se disaient, mais moi, mon entreprise, elle est petite. C'est pas possible d'intégrer un cadre. Ça sert à rien d'avoir un cadre. Ça, c'est une notion qui a aussi complètement explosé. Et c'est pour ça qu'on a encore 40% de nos clients qui sont des TPE dans lesquels les dirigeants se disent, moi, je n'ai que 7 salariés, mais si j'ai une DRH qui intervient une journée et demie par mois, eh ben, je suis verrouillé sur cette problématique-là.
sur cette expertise-là. J'ai peut-être que 2 commerciaux, mais si j'ai un cadre commercial qui les pilote, je vais garantir, sécuriser le développement de mon chiffre d'affaires. Ça aussi, c'est un élément qui a beaucoup évolué. Vraiment, vraiment. Et donc aujourd'hui, c'est bien plus ouvert. Et un chef d'entreprise qui fait appel à un bras droit, est-ce qu'il s'engage sur une durée minimum? Alors, on raisonne effectivement, avant de démarrer une mission, on raisonne sur 2 choses. On raisonne sur un contenu de mission. On ne démarre jamais une mission en disant, monsieur le chef d'entreprise, on va faire un audit dans votre entreprise et puis après, on verra quelle mission on va faire. En amont de la mission, on échange à plusieurs reprises avec le dirigeant pour comprendre les besoins et on va valider avec lui une mission qui va nous permettre, dès le premier jour, d'être opérationnel dans l'entreprise. Bon. Donc, un contenu de mission précis et une durée de mission, 3 mois, 6 mois, 9 mois, en fonction voilà, de la réponse aux besoins. Après, avant que la mission se termine, comme on travaille de façon régulière et hebdomadaire généralement avec le dirigeant, on va valider que la mission s'arrête ou la mission se poursuit. Et ce qui est assez génial dans notre modèle, c'est qu'on n'a pas la contrainte des CDD, où on ne peut renouveler que 2 missions. Il est récurrent chez nous que les missions, enfin après une première mission, les renouvellements soient semestriels ou annuels et continuent. Ce qui veut dire aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de cadres qui sont en mission dans des entreprises depuis plus de 6 ans, 7 ans. Et ça peut continuer ad vitam aeternam à partir du moment où ça répond de façon extrêmement positive et efficace aux besoins et à l'organisation de l'entreprise. Alors, c'est extra. Et donc, on se parlait un peu des évolutions que tu envisages ou que tu observes sur le modèle et notamment l'intégration du modèle dans l'écosystème corporate au sens large. Donc là, on s'est dit, bon, fortement adopté par les TPE, PME, et des signaux, on va dire, encourageants sur la partie ETI. Est-ce que tu penses qu'un jour, les grands groupes aussi vont faire appel à des contrats à temps partagé ou ça reste encore utopique? Est-ce qu'on a Alors, envie aussi? C'est plein de questions là, mais en tout cas, aujourd'hui, dans beaucoup de nos communications, et lorsqu'on discute avec les APEC, ce qu'on commence à exprimer, c'est euh, les entreprises recrutent des cadres à temps partagé. Généralement, le mot recrutement, il est associé à un contrat de travail. Et les APEC nous disent, mais vous êtes le 4e contrat de travail. Aujourd'hui, une entreprise, quand elle recrute un cadre, ça doit répondre à un besoin dans l'entreprise. Et une fois qu'on a la bonne compétence, le contrat s'ajuste. Ça peut être un CDI, ça peut être un CDD, ça peut être un contrat d'intérim, ça peut être aussi un contrat de cadre à temps partagé. Et c'est une vraie évolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je dirais que dans l'histoire de Bras Droit, on a eu 2 grandes accélérations. Le Covid a été pour nous une grande accélération parce que c'est un moment, notamment les confinements, dans lesquels les cadres se sont arrêtés. Et à la fin du premier confinement, nous, comme toute entreprise, on avait très très peur. Que va-t-il se passer? Et surprise, énormément de cadres nous ont contactés en nous disant, le confinement m'a permis de comprendre ce que je voulais faire maintenant et surtout ce que je ne voulais plus faire. Et à partir de l'été 2020, on a eu 50% de candidats en plus, et ça pendant 4 ans. Donc une accélération du développement du temps partagé. Et on vit aujourd'hui une seconde accélération, mais la première était portée par les cadres. Aujourd'hui, elle est portée par les entreprises. Pourquoi? Les TPE comprennent que le temps partagé, c'est la seule façon, la seule solution pour recruter des cadres sur le long terme. Les PME, qui pourraient recruter des cadres salariés, temps plein, comprennent que c'est une forme d'optimisation de leur organisation parce que ça rend leur organisation extrêmement flexible. Je vais te donner un exemple. Dans beaucoup de PME, on voit des DAF, des salariés DAF temps plein, qui sont DAF et DSI, DAF et DRH. Généralement, c'est parce que les entreprises ont besoin d'eux en tant que DAF pour un équivalent de 2 jours, 3 jours hebdo. Mais comme il est payé à temps plein, il faut qu'il travaille à temps plein et on lui propose une deuxième mission, DRH ou DSI. Et bien, ces entreprises aujourd'hui, de plus en plus, elles vont s'adresser à nous pour signer une mission avec un DAF, peut-être 2 jours hebdo. Si elles ont besoin d'une DRH, peut-être une DRH qui va intervenir une journée et une journée et demie par semaine. Mais sur les 2 expertises,
ils vont avoir de vrais experts. Donc ça c'est un élément extrêmement important qui est un accélérateur fort. Et pour les ETI, généralement, ce sont des missions, je reviens à ta première question, c'est plutôt des missions de transition, de transformation de l'entreprise, où l'ETI fait le choix de gérer cette transformation avec un cadre pilote, mais sur une mission de temps partagé, parce que c'est plus souple, parce que c'est plus accompagné. Donc moi, je suis convaincu que cette deuxième accélération, elle va nous amener à travailler avec tout type d'entreprise jusqu'aux ETI, CAC 40, vraisemblablement, parce que c'est sans doute la meilleure solution. C'est la solution qui apporte le plus de flexibilité aux entreprises. Et alors, Et donc, je vais te l'avenir est devant donner, nous. Voilà. alors oui, et puis je ne peux que le confirmer parce que je vais te donner un autre accélérateur qui est l'accélérateur démographique. D'une manière ou d'une autre, dans les prochaines années, on va normaliser le partage de nos ressources et notamment de l'expérience parce que, je le dis souvent, hein, il n'y a pas assez de Lucas et d'Emma pour remplacer les Michel et Sylvie. Donc, nous n'allons avoir de choix que de partager ces ressources expérimentées et ce format-là du contrat à temps partagé est une réponse super opérationnelle pour les entreprises. Et ça répond non pas après à une logique de performance ou à une logique de choix d'organisation de format hybride. Ça va être une logique qui va s'imposer à tous parce que de toute façon, nous n'aurons pas assez d'actifs pour répondre aux besoins des entreprises et il va falloir qu'on partage les forces vives. Et le contrat à temps partagé est un très bon modèle pour pouvoir le déployer. Donc ça, c'est... Tu es précurseur, tu es pionnier dans le domaine, c'est Non, certain. en tout cas, je suis très positivement surpris par le niveau de fidélisation, enfin de renouvellement de mission dans les entreprises. Même si on est encore au début de l'histoire du temps partagé avec des grandes accélérations, comme je vous le disais, c'est plus de 80% des missions qui se renouvellent. Donc ça veut dire qu'une fois, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais une fois que l'entreprise a goûté au temps partagé, souvent elle poursuit. Et même, deuxième effet qu'on observe fortement depuis 3 ans, c'est une entreprise qui est en mission avec un DAF, bras droit. Si à un moment donné elle a besoin d'une DRH ou d'un DRH, elle va nous demander si dans l'équipe il y a un DRH. Parce que peut-être que voilà, elle a besoin d'autres cadres et la solution du temps partagé, elle va l'appliquer pour d'autres intégrations de cadres. Et c'est pas rare aujourd'hui que 2 cadres bras droit d'expertise différentes soient en mission dans la même entreprise, voire 3. Une entreprise peut créer beaucoup plus simplement son comité de direction avec des cadres à temps partagé. Mais c'est peut-être aussi la suite de ton aventure, c'est demain de proposer aussi des conseils d'administration avec des profils qui seraient éligibles pour être administrateurs indépendants. C'est pas Alors, interdit. ça fait partie des prochains messages que notre direction communication est en train de concevoir. Voilà, je suis Ah parfaitement bah, d'accord. C'est voilà. ça, voilà, c'est ça. On a fait On un y est. lancement. On a fait un lancement. Voilà, c'est un lancement. Merci beaucoup Bruno, en tout cas, pour cet éclairage très très complet. Donc là, ce qu'on a bien compris, c'est que ce format-là, il est hybride entre salariat et indépendance. Mais il reste quand même une réponse Ouais, à une volonté de devenir indépendant. Donc à ne pas se tromper, absolument. ce n'est pas un format de CDI. Il y a quand même aussi pas mal d'ingrédients qui sont liés au fait d'entreprendre, mais d'entreprendre dans un cadre, dans un réseau. Donc on combine à la fois une forme de sécurité et de puissance du réseau, mais aussi de liberté. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde si on a quelques questions, et il me semble avoir vu quelques questions des personnes qui ont assisté. Euh, alors, oui, ne vous inquiétez pas, la session sera disponible en replay parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de son. Alors, pourriez-vous préciser ce que vous appelez un contrat de cadre à temps partagé? Cela signifie-t-il que le cadre facture au TJM ou doit-il avoir créé son entreprise ou facturation via une entreprise ou du portage salarial? Donc ça, c'est les complexités de facturation, je pense. OK. Et c'est intéressant Alors, de savoir si la structure porte justement la on, partie. on- alors, on ne travaille pas sur la base de portage salarial. Chaque cadre franchisé a sa propre entreprise. C'est obligatoirement une société, SARL, URL ou SASU, jamais auto-entrepreneur. Et donc, ensuite, il y a une relation directe entre le franchisé et son client. Donc, c'est le franchisé qui va proposer et signer le contrat de mission avec son client.
C'est le franchisé qui va facturer son client et qui va encaisser. Donc la relation client-cadre, elle est directe. Sur quelle base il va facturer? Alors, on n'exprime pas ça comme un TGM, mais ça correspond exactement à ça, en fonction du nombre de jours d'intervention dans l'entreprise qui est prévu avant de démarrer la mission. Il y aura une facturation mensuelle que le cadre va faire dans l'entreprise, voilà, en cohérence avec les prix validés dans la mission. D'accord. Donc ça, Je ne sais pas si ça très répond à la question. Je pense que ça répond bien à la question. Il y avait une autre question aussi par là. Quel est le coût du droit d'entrée pour intégrer la Alors, franchise? c'est vrai qu'on n'a pas parlé de financier tout à l'heure. Alors, une notion de chiffre d'affaires, je ne vais pas parler de revenus franchisés, mais une notion de chiffre d'affaires. Je vous disais qu'il n'y avait pas d'obligation sur le nombre de jours facturés par un cadre. On a plus de 40% des cadres qui sont plutôt dans un objectif de travailler 4 à 4 jours et demi hebdomadaires. Et pour ces cadres-là, qui sont sur une activité forte, par leur choix, ils ont un niveau de facturation annuel qui est entre 120 et 200 000 euros. Et comment se Alors, rémunère la franchise? Alors, le modèle économique de la franchise. Donc, on a un modèle hyper traditionnel avec un droit d'entrée, un coût de formation et des redevances. Donc, quand vous intégrez le réseau, on vous propose de travailler sur un territoire en exclusivité. Exclusivité de territoire, notion juridique de la franchise. Ça veut dire pas deux DAF sur le même territoire, c'est ça? Alors, pas de DAF, sauf si, et le sauf si, je vous réponds tout à l'heure, juste après. Alors, dans un premier temps, non. Et le package d'entrée, droit d'entrée plus formation de 13 jours est de 30 000 euros. Et ensuite, il y a un niveau de redevance qui est de 7% de votre chiffre d'affaires facturé. Voilà, ça, c'est le modèle financier. Les contrats de franchise sont de 4 ans. Dans un second temps, pour répondre à ta question, il peut y avoir des parcours d'évolution où, lorsqu'un franchisé fonctionne super bien et commence à refuser des clients, c'est quand même le cas d'un tiers de nos franchisés qui n'ont plus de place dans leur planning et donc refusent des clients. Il y a un deuxième niveau de projet au sein de Bras Droit qui permet de construire des équipes de franchisés. Donc, vous pouvez développer votre équipe, une équipe de franchisés. Alors, ça se fait si vous êtes vraiment au niveau que je décrivais. Vous n'avez plus de temps pour intégrer de nouveaux clients et pourtant, vous avez des nouvelles demandes. C'est un modèle économique différent que si les personnes sont intéressées, je pourrais leur expliquer, mais pour ne pas apporter de confusion, voilà. Mais sachez qu'il y a un parcours d'évolution possible. Voilà. Ah, c'est super. Quelles sont les rémunérations basses et hautes des bras droits du réseau après 6 mois d'activité? Donc, tu nous as donné haute, on va dire Alors, 120 000 à 200 000 euros annuels. Alors, ça dépend de leur chiffre d'affaires et ça dépend de leur structure de charge. Et là, la réponse, elle est très longue. Je ne vais pas pouvoir apporter une réponse précise. On peut m'appeler après pour le faire, mais pourquoi? Déjà, il y a une première variable qui est le statut de votre entreprise. Si vous choisissez une SASU, il y a plus de charges que si vous choisissez une SARL, une URL. Après, vous pouvez fonctionner en home office, vous pouvez avoir des bureaux. On peut avoir une structure de charge faible et vous pouvez avoir un peu plus de charges. Donc, la rémunération, elle est liée aussi à des éléments qui vous sont propres et qui sont issus de votre choix. Ce que je souhaiterais vous dire, c'est qu'avant d'intégrer le réseau, les aspects financiers ne sont pas tabous. Nous, on a besoin d'être convaincu que votre objectif de revenu net correspond à quelque chose que le modèle peut générer. Et on est à votre disposition pour travailler vos business plans avant que l'on s'engage ensemble sur votre intégration dans le réseau. Donc, ce sont des éléments qui sont vus parce que, voilà, ça, c'est extrêmement important, quoi. Et comment est défini le territoire géographique de l'intervention de chaque bras droit? Alors, dans une franchise, il y a ce qu'on appelle des éléments de territorialité. Et pour nous, la règle qu'on applique pour le découpage des territoires, en réalité, c'est de dire qu'une zone géographique peut être un territoire à partir du moment où sur ce territoire, il y a au moins 2000 entreprises de 5 à 199 salariés. C'est la règle de territorialité qui nous a permis de faire un découpage national
égal, équivalent pour l'ensemble des territoires. Ok. Donc, c'est en fonction de mon lieu d'habitation, je vais avoir Voilà. un Et périmètre. aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on réalise un chiffre d'affaires, très bon chiffre d'affaires, avec 5 à 8 clients dans l'année. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un territoire qui est exploité en totalité. On a construit des tailles de territoire pour qu'ils soient largement euh, compatibles avec les objectifs de chacun. Voilà. Oui, il y a du potentiel. Avec 2000 entreprises par territoire, effectivement, normalement, on peut être plusieurs à opérer sur le même territoire. Il y a Et une aussi question de pour Ludo. ça, c'est aussi pour ça qu'il y a un deuxième niveau de projet, parce que c'est toujours embêtant pour un franchisé, mais pour un franchiseur, d'abord, de comprendre qu'un tiers des franchisés ne peuvent plus absorber de Bien nouveaux sûr. clients. Voilà. Donc, tu recrutes massivement là. Tu re- Oui, et qualitativement. Mais et quali- on est à un moment de croissance assez déterminant. Et dans ce moment de croissance, je vais poser une question qui n'est pas posée dans la conversation, mais tu me connais, hein. Est-ce que vous envisagez aussi un déploiement international? Alors, on a aujourd'hui déjà un réseau en Espagne. Alors, petit réseau en Espagne, on aura bientôt 8 cadres dans le réseau. Alors, principalement sur Valence, Madrid, Barcelone et quelqu'un bientôt en Andalousie. Voilà. Alors, on n'a pas les mêmes objectifs, mais on aimerait développer un réseau d'une trentaine de cadres sur l'Espagne, oui. Avec une marque qui s'appelle la Mano Derecha, donc qui est une déclinaison de bras droit des dirigeants. Voilà. Donc, on est déjà présent, voilà, à l'international. C'est génial, c'est génial. Et pour répondre à la question de Ludovic, est-ce qu'un bras droit peut lui-même développer son réseau? Oui, c'est un des leviers pour aller chercher de nouveaux clients. C'est le bras droit qui développe lui-même son réseau. Le deuxième levier, c'est de faire appel au réseau lui-même. Et donc, c'est le partage entre pairs de l'identification d'opportunités. Et le troisième levier, c'est les leads qu'apporte bras droit des dirigeants, notamment via son site internet où des demandes Ouais, sont faites en direct. exactement. Donc Bruno, alors une autre question, une dernière question, si tu es d'accord Bruno. Donc Bruno a mentionné un maximum de 200 cas par an avec 220 jours travaillés par an. Cela donne un TJM à 900 euros. Est-ce que c'est un max imposé par la Alors, société? alors les prix de facturation jour pour toutes les expertises sont alors je vais donner la règle, comme ça tout le monde l'aura, sont de 850 euros jour, à l'exception des expertises de DG et de directeur export, pour lesquelles c'est 990 euros jour. En région parisienne, on applique 15% d'augmentation de ces prix-là. Après, le pricing, c'est un point sur lequel on pourrait donner des réponses pendant une durée importante parce que, et notamment si on les compare au modèle de pricing conseil. Contrairement au conseil, nous, on n'a aucun temps caché non facturé. Tous les temps de travail, même les temps de préparation d'entretien, les temps de préparation de réunion sont comptabilisés dans nos missions et réalisés dans l'entreprise. Quand je vous disais en début de réunion qu'on se comporte comme si on était un cadre de l'entreprise, nos missions sont faites dans les bureaux où l'entreprise nous met à disposition donc un bureau. Si on est directeur commercial, bras droit, on va préparer les entretiens individuels des commerciaux et puis la réunion commerciale collective dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas la veille au soir qu'on va le faire chez nous, ça se passe dans l'entreprise. Donc, pas de temps caché non facturé. Parce que rappelez-vous, si on est le lundi dans une entreprise, le mardi dans une autre, le mercredi dans une autre, à un moment donné, si on a des temps cachés, c'est très compliqué à gérer. Ou alors, on ne peut pas facturer plus de 3 jours et demi par semaine. Or, nous, on a des franchisés qui facturent 4 jours, 5 jours. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, on ne négocie pas les prix. C'est-à-dire que si on signe une mission d'un an, de 18 mois, c'est toujours le même prix jour. Et vous pouvez peut-être vous dire que, étant dans la posture du franchiseur, je vous donne un beau discours, mais si vous appelez des franchisés, ils vont vous confirmer. On ne négocie pas les prix. Ça, c'est un point important, y compris sur des missions très longues. Voilà, donc ça, c'est clé. Et ce modèle-là, il permet en tout cas, un business plan qui correspond bien à nos franchisés et qui correspond bien
au modèle de mission longue parce que concrètement, on a un temps de prospection qui est réel dans une phase de lancement pendant 1 an, 18 mois. Mais si après, on a 2, 3 missions qui se renouvellent en permanence, eh ben, on a moins besoin de ces temps de prospection. Et là, le business model fonctionne bien. Eh bien, merci beaucoup Bruno pour cet épisode de Virage qui était vraiment super intéressant sur un modèle, on le voit, qui se démocratise de plus en plus et qui séduit de plus en plus des masters, donc en seconde partie de carrière. Parce que finalement, le temps partagé tel que tu nous l'as expliqué, c'est à la fois, ça répond à une envie de liberté, donc un souffle entrepreneurial, tout en ayant un cadre qui est quand même assez rassurant, hein. On se parle beaucoup d'un monde et d'un contexte incertain. Ça permet aussi de s'appuyer sur un réseau de franchises qui est solide, avec une marque qui a sa réputation, donc ça c'est assez génial. Et des rémunérations, où tu nous as rassuré aussi sur des niveaux de rémunération qui sont quand même assez conséquents. En proposant une alternative aussi au salariat avec des contrats qui s'inscrivent dans le temps long. Donc, ça paraît être une structure qui peut séduire un certain nombre des publics profils expérimentés en seconde partie de carrière. À très bientôt pour un nouvel épisode de Virage. Vous retrouverez cet épisode en replay sur YouTube avec le son pour ceux qui ne l'ont pas eu. À très bientôt. Merci encore, Bruno. Au revoir.